Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc, considérons maintenant nos deux observateurs A et B, et A décide d'observer B, ou plutôt il observe l'horloge de HB, l'horloge HB. Et évidemment, cette horloge se déplace avec B. Donc, ce que peut faire A, c'est observer l'horloge HB et tenir compte du temps que met le signal pour arriver jusqu'à lui. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est utiliser une des horloges qui sont placées immobiles par rapport à lui, placées dans son référentiel, et quand HB passe devant, il peut alors comparer l'horloge HB avec HA. Ce que A constate alors, d'après la relativité, c'est que l'horloge HB va plus lentement que HA. C'est le phénomène de dilatation du temps. Ce qu'on a, c'est que le temps T est égal au temps T' fois gamma. Le facteur gamma. Gamma étant supérieur à 1, le temps T' est plus petit que T. Ceci étant le point de vue de A. Si on considère le point de vue de B, on ne peut pas simplement inverser cette relation. Si B observe HA, ici, lui aussi, il constate un déplacement de l'horloge HA par rapport à lui, et ici aussi, il va constater que HA est plus lent que HB. Donc il observe l'inverse. Il observe T' égale T fois gamma, c'est le point de vue de B. On dit que le phénomène, que l'effet de dilatation du temps est réciproque. C'est donc pas comme on s'y attendrait, par exemple, s'il y avait une espèce d'altération mécanique de l'horloge HB due au mouvement, qui ferait qu'elle va plus lentement. Parce que dans ce cas-là, dans l'inverse, quand B comparé à A, il constaterait que son horloge va plus lentement, donc celle de HA va plus vite. Mais ce n'est pas ce qu'il observe. L'effet est totalement réciproque. Ça veut dire aussi que le principe de relativité est respecté. Peu importe que l'on prenne le point de vue de A ou le point de vue de B, dans les deux cas, il y a le phénomène de dilatation du temps pour les objets qui sont en mouvement par rapport à la référence choisie. A et B sont équivalents. Et ceci est logique parce que du point de vue de A, lui, il est immobile. Et ce qu'il voit, c'est que B est en mouvement à la vitesse V. Et du point de vue de B, de son point de vue, c'est lui qui est immobile. Il est immobile par rapport à lui-même. Et ce qu'il observe, c'est A qui s'éloigne aussi à la vitesse V. En fait, la vitesse V changeait de sens. Mais peu importe le signe du sens pour le signe de la vitesse pour la dilatation du temps. Tout cela implique aussi qu'il est impossible de choisir un temps qui serait meilleur que l'autre. Les deux sont équivalents. On ne peut pas choisir un temps absolu ou privilégié, sauf à faire un choix purement arbitraire. En faisant un choix purement arbitraire, on risque aussi d'introduire des effets qui n'ont pas de réalité physique, qui ne sont que la conséquence du choix, et donc il est toujours préférable de respecter le principe de relativité. C'est donc très différent du temps de la physique classique, ou de la physique, de la vie au quotidien, où nous ne subissons pas, nous, individus, lorsque nous nous déplaçons en voiture, nous ne nous déplaçons pas à de très grandes vitesses, nous ne subissons pas les effets relativistes. Pour de petites vitesses, gamma est environ égal à 1, et donc pour des petites vitesses, T égale T'. Donc nous ne voyons pas dans la vie courante les effets relativistes.
Et ceci rend la relativité très contre-intuitive. Et cela rend le temps de la relativité parfois difficile à saisir. Parce qu'on est toujours tenté, poussé à penser à une espèce de temps global pour tout, alors que c'est faux. Un autre phénomène qui est lié à celui-là, et qui est très intéressant, c'est la simultanéité relative. Considérons deux événements, E1 et E2. A mesure ces événements et trouve que le premier se produit en T1, le deuxième en T2. Supposons qu'il constate que T1 égale T2. Dans ce cas-là, il va dire les deux événements sont simultanés. C'est la définition de la simultanéité. Mais si B fait la même mesure pour les mêmes événements, alors, dans la plupart des cas, il va trouver que T1, plutôt il va trouver T'1, T'2, et il va trouver que les deux sont différents. Pour lui, les deux événements ne sont pas simultanés. On dit que la simultanéité est relative. En fait, avec la disposition que nous avons choisie pour nos référentiels et A et B, les événements qui sont dans la simultanéité la même pour A et B sont situés sur une droite, produits sur une droite verticale. Dans ce cas-là, ils sont simultanés pour les deux à la fois. Mais tout autre paire d'événements subit ce phénomène. Donc, la simultanéité n'est pas un concept pertinent en relativité. Petit détail technique, supposons que E1 et E2 se produisent tous les deux en T égale 0. Et que le premier se produit en X1 égale 0 et le deuxième en X2 égale grand L. Y1, Y2 quelconque. Comme je l'ai dit, la direction perpendiculaire n'a pas d'influence. Et dans ce cas-là, en utilisant les transformations de Lorentz, on trouve que T'1 égale 0 et que T'2 est égal à moins VL sur C carré. Donc pour B, le deuxième événement se produit avant le premier. Et même pour des vitesses relativement modestes, V petit, l'effet peut être important si la distance L est très grande. Voilà, fin de l'épisode technique. Cet effet de dilatation du temps conduit à une situation appelée paradoxe des jumeaux, ou paradoxe des jumeaux de Langevin. Pour être exact, Langevin n'a pas imaginé ce paradoxe qui est appelé paradoxe à cause d'une compréhension imparfaite de la relativité. Il avait imaginé l'histoire des jumeaux pour illustrer la dilatation du temps. Il est le premier francophone à avoir diffusé la nouvelle théorie de la relativité en France, juste après la publication en allemand de Einstein. Et sa présentation était un peu plus correcte et il ne parlait pas de paradoxe. Ce n'est que peu après que, je ne sais pas qui d'ailleurs, a mal interprété cette situation et donné naissance au paradoxe des jumeaux. Ce paradoxe des jumeaux en relativité est sans doute l'aspect le plus célèbre de tous en relativité, à part certainement E égale MC2, qu'on voit partout, même sur des t-shirts, et la dilatation du temps nécessaire pour interpréter ce phénomène.
Mais en dehors de E égale MC2, le paradoxe des jumeaux est sans doute ce qui a été le plus discuté. Il n'y a pas un seul amateur de relativité qui ne se soit penché sur le paradoxe des jumeaux. Il se décrit de manière très simple, on va le voir, et donc, comme il est très simple à décrire, on a tendance à essayer de le comprendre et de l'analyser, même si on ne maîtrise pas la relativité. Cela conduit à des erreurs d'interprétation, à des confusions et à des discussions interminables, qui sont non fondées. Elles sont totalement infondées, parce que si deux personnes maîtrisent parfaitement la relativité, ils tomberont d'accord, ils diront, bah oui, il n'y a pas de paradoxe, voilà comment ça se passe. Mais il suffit de voir des forums de discussion où l'on parle du paradoxe des jumeaux, où beaucoup d'amateurs ou de passionnés qui ne maîtrisent pas totalement la relativité interviennent, et cela donne des discussions à rallonge. Considérons A et B, deux observateurs, et considérons qu'au départ, ils sont ensemble, avec T égale T' égale 0, notre situation habituelle. Puis B part en ligne droite, à vitesse constante, V. Pendant une durée mesurée par A, il faut choisir un des deux, A mesure une durée de voyage grand T. Et B s'éloigne à vitesse V. Au bout de la durée grand T, B fait demi-tour. Il change de vitesse et revient dans l'autre sens. On considère ici que ce demi-tour est brutal. Il se fait sur une durée négligeable. En fait, c'est pas obligatoire. On peut utiliser des situations avec des demi-tours plus doux ou des accélérations constantes. Mais simplement, c'est plus simple à analyser avec un demi-tour brutal. Compliquer l'expérience ne change rien. Et puis, il fait le voyage inverse et revient au niveau de A. Et là, il compare leurs horloges. On peut dire aussi dans la petite histoire des jumeaux qui sont ensemble au départ, puis un des frères jumeaux fait un voyage, et quand il revient, il compare leur âge. Et dans ce cas-là, il trouve une différence. En effet, considérons le point de vue de A. A constate que B s'éloigne, et donc, il subit une dilatation du temps. Ce qui veut dire que son horloge va moins vite du facteur gamma. Il s'éloigne, et donc, la durée grand T du voyage, pour l'horloge de B, ce point T égale grand T, pour B, c'est T' égale T sur gamma. Puis il fait demi-tour, en une fraction de seconde, un temps négligeable, et il revient dans l'autre sens. La dilatation du temps ne dépend pas du sens ou du signe de la vitesse. Et donc, pendant le voyage de retour, A qui observe B constate toujours une dilatation du temps. Donc le voyage de retour fait toujours grand T pour A, mais fait toujours T sur gamma pour B. C'est-à-dire, en tout, un voyage de 2T divisé par gamma. Et donc, si on compare au retour les horloges, T indique 2 grands T et l'autre indique 2T sur gamma. C'est-à-dire que l'on a un décalage de 2T fois 1 moins 1 sur gamma. Notons que si gamma est petit, proche de 1, le décalage est nul. Encore une fois, on n'observe pas ça en physique classique ou dans la vie de tous les jours. Il faut des gamma élevés, donc des vitesses considérables. Par exemple, pour gamma égale à 4, notons que ça correspond à 290 000 km par seconde. C'est donc très rapide. Pour gamma égale à 4,
le décalage est de 1,5 fois grand T. Et donc, le temps de B s'est déroulé 4 fois plus lentement. Ce phénomène, alors jusqu'ici on n'a pas parlé de paradoxe, hein. C'est ce que dit la relativité, ce que l'on déduit de la dilatation du temps. Nous verrons le paradoxe un peu plus tard, très vite. Ce phénomène est observé dans beaucoup de circonstances, alors pas dans la vie courante. Mais par exemple, prenons les muons. Alors les muons, ce sont des particules exotiques qui ont une durée de vie limitée, se désintègrent, et ils ont des propriétés assez proches de l'électron, sauf qu'ils sont plus massifs. On parle aussi d'électrons lourds. Ces muons sont produits lors de collisions de particules avec de très très grandes vitesses, de très grande énergie, qui peuvent alors produire des muons. Les muons dits atmosphériques sont produits dans l'atmosphère à au moins 2000 mètres d'altitude, ou plus, par la collision de rayons cosmiques. Alors les rayons cosmiques, ce sont des protons très énergétiques, produits d'ailleurs essentiellement par notre Soleil, d'autres viennent de plus loin. Ces rayons cosmiques, ces protons, viennent percuter les molécules d'air. Et plus l'atmosphère devient dense, plus la collision devient probable, c'est pour ça que ça ne dépasse pas à peu près 2000 mètres. Et les protons percutent les molécules à très haute énergie, et il y a production de muons. Mais le muon a une durée de vie de l'ordre de 2 microsecondes, c'est-à-dire 2 millionièmes de seconde. C'est très court. Donc, en 2 millionièmes de seconde, il se désintègre pour donner d'ailleurs un électron. Plus des photons gamma, etc. Et même à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, il ne pourrait pas parcourir une grande distance. En 2 microsecondes, il ne parcourrait que 600 mètres. Or, ils sont produits à plus de 2000 mètres. Ce qui veut dire que normalement, ils devraient se désintégrer avant d'atteindre le sol. Or, ce n'est pas le cas. Quand on met des capteurs, on détecte des muons qui atteignent le sol. Que se passe-t-il? Mais simplement, ces muons se déplacent à très 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 grande vitesse, proche de la vitesse de la lumière, et ils subissent la dilatation du temps. Donc, de notre point de vue, leur durée de vie est allongée. Et ils ont le temps d'arriver au sol avant d'être détectés, avant de se désintégrer. On observe ça aussi, on va dire tous les jours, même si ce n'est pas dans la vie de tous les jours, mais les physiciens qui utilisent des accélérateurs de particules, qui étudient des collisions de particules à très haute énergie pour sonder les propriétés de la matière, des particules élémentaires, vérifient ce phénomène tous les jours. Ils observent des tas de particules instables qu'ils ont créées dans des collisions de particules dont la durée de vie est allongée par la dilatation du temps. En particulier, il y a des particules exotiques encore plus lourdes que le muon et qui vivent encore moins longtemps, dont la désintégration est presque immédiate. Si il n'y avait pas la dilatation du temps, on ne pourrait même pas observer ces particules. Elles se désintégreraient tout de suite et elles ne laisseraient aucune trace dans les appareils, les détecteurs. Mais comme il y a la dilatation du temps, on peut arriver à détecter les courtes traces avant qu'elles se désintègrent dans les détecteurs. C'est un effet qui peut donc être très pratique. Autre expérience qui a montré cet effet, ça a été avec des horloges atomiques. Des horloges atomiques ont été placées dans des avions. Les avions se sont déplacés. En fait, ils ont fait comme nos jumeaux. Une horloge reste là pendant qu'une autre voyage. Et on a comparé l'effet de la relativité, de la dilatation du temps et du décalage des jumeaux a pu être observé. Notons d'ailleurs que cette expérience est un peu plus compliquée, il faut tenir compte aussi des effets de la gravité, parce que les avions ça vole en l'air. Mais bon, peu importe ces détails pratiques qui compliquent un peu les expériences,
mais l'important c'est qu'on peut observer facilement cet effet. Les horloges atomiques sont si précises qu'il n'y a pas besoin d'atteindre des vitesses énormes pour observer, mesurer ce décalage. Un autre cas que j'avais déjà cité, c'est le GPS. Les satellites GPS qui tournent autour de la Terre se déplacent à très grande vitesse. Là aussi, on doit tenir compte de la dilatation du temps. Elle porte une horloge atomique. Ces satellites ont une horloge atomique. Et la conception des horloges atomiques tient compte de la relativité. En fait, ces horloges vont un peu plus vite que la normale. On les fait artificiellement aller un peu plus vite de manière à compenser la dilatation du temps pour qu'elles restent synchrones avec nos capteurs GPS que nous avons au sol ou lorsque l'on compare les différents signaux. L'électronique qui fait tout le boulot, bien sûr. Voilà donc la dilatation du temps et l'effet des jumeaux est un phénomène relativement banal à notre époque, même si ce n'est pas dans la vie de tous les jours, c'est en tout cas pour les physiciens, les ingénieurs, un phénomène concret dont ils doivent tenir compte. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'autre point de vue, parce que nous avons décrit ceci du point de vue de A. A qui dit, voilà, la durée est T, j'observe B, je vois une dilatation du temps. Et nous allons prendre l'autre point de vue, le point de vue de B. Et c'est ce point de vue qui est à l'origine du mot paradoxe et qui a conduit aux erreurs d'interprétation et à ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Je vous remercie.